Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette édition d'information. Dans l'actualité ce soir, la nouvelle plateforme de gestion des recettes fiscales est appréciée par la plupart des opérateurs économiques. Ils saluent cette initiative qui vise à améliorer le climat des affaires en Guinée. Et puis les acteurs de la pêche de l'Afrique de l'Ouest sont en concertation à Conakry, en toile de fond, à aider les États de la sous-région ouest africaine à mieux profiter des énormes ressources halieutiques. Enfin, migration et développement, le processus est soutenu par le réseau italien Link 2007. Des séries de mesures sont annoncées pour renforcer la sensibilisation contre la migration irrégulière. Voilà pour le titre. Bienvenue à toutes et à tous. Tout d'abord, ces séries de décrets. Décret numéro 2 2019-034 PRG-SGG portant nomination d'un haut cadre à la présidence de la République. Le président de la République, vu la Constitution, décrète, article 1er. Madame Aïssatou Bella Diallo, journaliste, est nommée ministre conseillère chargée de mission à la présidence de la République. Article 2. La ministre conseillère est chargée de la mise en place de la direction de la communication et de l'information à la présidence de la République, de la supervision du bureau de presse de la présidence de la République, d'assurer toute mission confiée à elle par Monsieur le Président de la République. Article 3. Le présent décret qui prend effet à compter de sa date de signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République Conakry le 25 janvier 2019, professeur Alpha Condé. Décret D 2019-035 PRG-SGG portant nomination de 2 membres du comité exécutif de la Société de gestion et d'exploitation de Caleta en abrégé SOSICA SAS. Le président de la République, vu la Constitution, décrète, article 1er, sont nommés membres du comité exécutif de la SOGECA SAS les personnalités ci-après. 1. Monsieur Nava Touré, ingénieur en service au ministère des Mines et de la Géologie, en remplacement de Monsieur Mamadou Diallo, décédé. 2. Monsieur Sekou Sanfina Diakité, ingénieur en service au ministère de l'Énergie et de l'Hydraulique, en remplacement de Monsieur Fodé Kent Condé, appelé à d'autres fonctions. Article 2. Le présent décret qui prend effet à compter de sa date de signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République Conakry le 25 janvier 2019, professeur Alpha Condé. Décret D 2019-036 PRG-SGG mettant fin aux fonctions des membres du conseil d'administration de la LONAGUI. Le président de la République, vu la Constitution, décrète, article 1er, il est mis fin aux fonctions du président du conseil d'administration et de tous les membres du conseil d'administration de la LONAGUI. Article 2. L'inspecteur général d'État est chargé de la mise en place d'un nouveau conseil d'administration dans un délai ne pouvant dépasser 15 jours à compter de la date de signature du présent décret. Article 3. Le présent décret qui abroge toute disposition antérieure, notamment celle du décret D 2016-162 PRG-SGG du 10 juin 2016 prend effet à compter de sa date de signature et sera enregistré et publié au journal officiel de la République Conakry le 25 janvier 2019, professeur Alpha Condé. Dans l'actualité, le chef de l'État a reçu ce vendredi en audience les responsables du groupe Orabank. Les activités et les perspectives de cette banque panafricaine étaient au centre des débats. Ibrahima Keïta du bureau de presse de la présidence.
C'est une audience de 45 minutes au cours de laquelle le président de la République, le professeur Alpha Condé, a échangé avec les responsables de Ora Bank. Les échanges ont porté sur le bilan de cette banque panafricaine en Guinée et les ambitions à partir de cette nouvelle année. Pour la seule année de 2018, Ora Bank a investi plus de 500 milliards de francs guinéens directement dans le système économique du pays. A rappeler que la Guinée fait partie des 6 premiers pays africains où le groupe Ora Bank est présent. Aujourd'hui, cette banque panafricaine est présente dans 12 pays d'Afrique de l'Ouest et du Centre. Durant la rencontre, le président de la République, le professeur Alpha Condé, a félicité les responsables de Ora Bank pour ce qui est fait avant de les inviter à plus de courage et d'engagement dans l'accompagnement du gouvernement et des populations. Nous sommes venus présenter nos vœux de bonne et heureuse année à son Excellence le chef de l'État. Nous sommes venus également au nom du groupe Ora Bank lui présenter nos réalisations ici à Ora Bank Guinée. Nous sommes venus lui indiquer tout notre soutien et le financement et les financements à l'économie que nous réalisons ici en Guinée. Au titre de l'exercice 2018, le groupe Ora Bank, à travers sa filiale Ora Bank Guinée, a financé à hauteur de 580 milliards de francs guinéens en financement direct à l'économie guinéenne. Nous avons soutenu également l'État à travers des financements directs également. Nous avons financé des projets publics. Nous sommes venus dire que Ora Group est un groupe panafricain qui crée de la valeur et qui accompagne les États, qui accompagne les entreprises, qui accompagne les particuliers dans le cadre de la création de valeur en Afrique et pour l'Afrique. C'est donc fort des conseils et recommandations du chef de l'État que la délégation de Ora Bank a quitté Sékou-Touria ce vendredi. La nouvelle mesure sur les transactions financières au niveau des régies des douanes et des impôts est bien accueillie par les opérateurs économiques, communément appelée Sidonia Award. Elle vise à mieux sécuriser les recettes fiscales. Notre reporter Al-Elaj Yaya Silla est allé à la rencontre de certains hommes d'affaires guinéens. Images et témoignages. Depuis le 15 janvier dernier, les opérations de transactions financières des droits de douane et les recettes fiscales se font par le paiement RTGS. Le chef de l'État en a décidé ainsi et les opérateurs économiques se réjouissent de cette nouvelle mesure du gouvernement. Une dynamique qui vise à renforcer la sécurisation des recettes et la synergie entre les différentes régies financières de l'État. Cette fois-ci, la nouvelle procédure nous permet de la banque primaire, notre banque où nous ordonnons le virement, de venir directement à la douane ou avec le système RTGS, le paiement effectué s'affiche déjà sur le receveur spécial des douanes et nous quittons sans du tout. C'est une procédure, je dis bien, à saluer, à encourager, à accompagner parce que c'est très bénéfique. Les opérateurs économiques avaient longtemps souffert du retard dans les opérations de transaction entre la Banque centrale et les régies financières qui sont les impôts et la douane. Il y a une étude qui a été faite au préalable et ils ont compris, peut-être après l'analyse, ils ont trouvé que ça c'est la meilleure façon de faire. Mais dans la pratique, au début il y a eu des difficultés. Comment on le voit? Parce que les gens n'ont pas, les gens qui étaient à la tâche, ils n'avaient pas tous les outils, n'est-ce pas, pour leur permettre de le faire immédiatement. C'est ce qui fait que nous avons connu un petit vide. Mais depuis que voilà, la communication a passé, ce qui devrait être fait a été fait. Alors maintenant, comme on le dit, les opérations passent comme lettres à la poste. La seule préoccupation pour les partenaires économiques reste l'ouverture des agences des banques primaires et la Banque centrale les week-ends pour éviter le retard dans la transaction. Si votre bateau qui a un conteneur qu'on doit enlever sous Palam rentre le week-end et que ça trouve qu'au niveau de la douane, vous avez obtenu votre bulletin de liquidation juste un vendredi, vous devez aller à votre banque,
envoyer ça au niveau de la Banque centrale et que la Banque centrale, c'est lundi ou mardi que le dossier va arriver à la douane pour confirmer votre paiement, ça pose problème. Là, à ce niveau, nous allons demander, voir avec la douane, quelle est la procédure qu'ils vont nous accorder pour ce qui est du matériel et choses, de la marchandise périssable et des matières premières qui font, généralement, c'est des produits dangereux qu'il faut immédiatement enlever du bateau directement pour l'usine. C'est important d'organiser des séries de formations au niveau des banques pour assurer une bonne gestion des outils dédiés aux transactions entre les banques primaires et la Banque centrale. Dans l'actualité également, en moins d'une année, 3 cas de détournement des deniers publics sont révélés au grand public. Une action qui a aussi entraîné la révocation des personnes incriminées. La machine judiciaire est désormais mise en branle avec l'engagement de l'agent judiciaire de l'État. Mohamed Seyarsouma pour plus de détails. La lutte contre l'impunité préoccupe les autorités au plus haut niveau. Et la sécurisation des recettes publiques est une priorité du chef de l'État, professeur Alpha Condé. Pour arrêter les dilapidations des biens publics, l'agent judiciaire de l'État est saisi par l'inspection générale d'État à partir des rapports établis. Le dernier cas en date a occasionné le départ du directeur général de la LONAGUI pour malversation financière. L'affaire est partie d'une enquête menée par l'inspection générale d'État. Le rapport est introduit auprès de l'agent judiciaire de l'État. Sa mission, procéder à la poursuite de toute personne impliquée dans le détournement de deniers publics. Cette structure est rattachée à la présidence de la République. Les détournements de deniers publics constituent des infractions extrêmement graves d'atteinte aux intérêts publics. En tout cas, ces agissements répréhensibles sont prévus au titre 5, chapitre 1er, article 764 et suivant du Code pénal. Mais avant l'affaire Lansana Chérif Aïdara de la LONAGUI, celle de Paul Moussa Diawara de l'OGP et de Seko Kourouman de l'Office guinéen des chargeurs sont devant la justice pour les mêmes motifs. Les montants reprochés sont respectivement de 27 milliards pour la LONAGUI, 39 milliards pour l'OGP et 25 milliards de francs guinéens pour l'OGC. Récemment, le verdict est tombé dans le dossier de l'OGC. L'agent judiciaire de l'État compte faire appel de cette décision. Donc nous n'avons pas compris au niveau de l'État les motivations de la juridiction du jugement tendant à accorder le bénéfice du sursis à un des prévenus condamnés. C'est ce qui sous-tend l'appel exercé contre cette décision correctionnelle par l'agent judiciaire de l'État. Le cas Paul Moussa Diawara de l'OGP suit son cours normal. Actuellement, il bute sur la question de procédure soulevée par la défense. On était pratiquement dans le dernier virage du procès, à la phase de réquisition et plaidoirie. Et entre-temps, subitement, nous avons été surpris de voir atterrir au siège de la juridiction une demande de récusation, une demande déposée par la défense tendant à douter de l'impartialité de la juridiction du jugement. Le cas concernant le DG de la Loterie nationale de Guinée devra passer les jours à venir devant les tribunaux. En attendant, une ultime confrontation aux fins de confirmation est attendue avec l'accusé. Cette série de révélations sur le détournement de fonds publics est l'une des priorités du Premier ministre Kassouri Fofana. Il l'a fait savoir lors de la présentation de la politique générale du gouvernement. Pour le moment, 3 cas sont mis sur la place publique. En déplacement, le garde des Sceaux poursuit sa tournée à l'intérieur du pays à marge de l'Assemblée générale des magistrats. Maître Cheikh Sako a visité la prison civile de Sigiri. Récemment rénovée, le ministre Sako a apprécié les conditions de détention avec une population carcérale estimée à plus de 200 prisonniers. Mamadi Termakamisoko, Tierno Younoussaba. Comme la prison de Sigiri, 8 autres centres de détention ont été réhabilités en 2018. La politique s'inscrit dans le cadre de la modernisation et de l'humanisation du système carcéral en Guinée.
À Sigiri, les conditions de détention de plus de 200 détenus s'améliorent. Dans cette prison, la sécurité a été renforcée pour parer au cas d'évasion. Le deuxième passage de M. le ministre m'apportera beaucoup de choses encore au niveau de la prison de Sigiri. Aujourd'hui, j'ai une population carcérale de 240 détenus, dont 2 femmes, 9 mineurs et 13 étrangers. Je vous rappelle que Sigiri fait partie des 9 prisons pilotes que le ministère a choisi depuis Conakry pour procéder à des travaux d'aménagement. Je suis un peu amer parce que je constate que certaines indications n'ont pas été prises en compte. Donc je pense que je reviendrai vers nos amis de Terre des Hommes pour demander des explications, notamment concernant l'infirmier. Après la maison centrale, le ministre de la Justice a eu un entretien à huis clos avec l'ensemble des magistrats de la Haute-Guinée et de la Forêt. L'objectif est d'évaluer les dossiers en cours et en attente de jugement. Au tribunal de première instance de Sigiri, par exemple, une vingtaine de dossiers criminels est inscrit au rôle. J'ai discuté avec le procureur et le président du tribunal de première instance de Sigiri. Certaines audiences criminelles ont commencé. Je les ai demandées et les moyens vont suivre dans les jours à venir pour que tous les grands criminels qui sont en attente puissent être jugés assez rapidement. C'est la demande que j'ai reçue de M. le Président de la République et de M. le Premier ministre et qu'on va étaler au-delà de Sigiri sur toute la cour d'appel de Kankan. La visite du ministre Sako dans l'arrière-pays vise à expliquer aux justiciables les réformes amorcées dans le secteur dans le but d'améliorer la collaboration entre les citoyens et la justice. 2019 s'annonce prometteuse au ministère des Mines et de la Géologie. L'année considérée par les cadres du département comme une année de consolidation des acquis et la concrétisation du plan de développement du secteur minier. Algassi Mouba. Le secteur minier est l'un des principaux leviers de croissance de l'économie guinéenne. En 2018, plusieurs projets d'intérêt national ont été réalisés avec des résultats probants. L'un des faits les plus marquants est la remise en marche de l'usine Frigia et le lancement du projet minier Djanjan. Réunis ici, ces cadres du département des mines et de la géologie s'engagent pour plus de résultats en 2019. Plutôt que de nous satisfaire de quelques progrès réalisés, je pense qu'il faut surtout que nous nous préoccupions très profondément des défis qui nous restent à accomplir. Nous avons ces grands défis liés à l'impact du secteur minier. Nous avons ces grands défis aussi liés au renforcement du contrôle. Je compte aussi sur chacun d'entre vous pour que le manuel de procédure qui est en cours, ou manuel des opérations du ministère qui est en cours de rédaction, que tout le monde puisse s'approprier ce manuel à travers une véritable implication dans le processus de revue et de validation du manuel. Le plan de développement stratégique du secteur minier est l'un des plus importants défis à relever pour les cadres du ministère des Mines et de la Géologie. Il est axé sur le renforcement et l'optimisation du cadre institutionnel, l'intensification des recherches géologiques et minières, la promotion de l'image de la Guinée en tant que destination privilégiée des investissements miniers et la minimisation des impacts sociaux et environnementaux. En tant que responsables, nous travaillons ensemble, mais nous sommes surtout chargés de la coordination. Et notre capacité d'animation des équipes permettra d'aboutir à des résultats concrets sur le terrain. L'année 2019 s'annonce avec plusieurs challenges à surmonter pour le ministère des Mines et de la Géologie. Des défis auxquels les cadres du département comptent faire face pour que le secteur minier favorise le développement durable de la Guinée et soit un véritable levier de transformation structurelle de l'économie nationale, notamment le financement des grands projets agricoles du pays.
Et puis cet autre décret numéro 2 2019-037 PRG-SGG portant nomination d'un haut cadre à la présidence de la République. Le président de la République, vu la Constitution, décrète. Article 1er, Madame Touré Nyale-Woulare, économiste, est nommée conseillère technique chargée du suivi des initiatives présidentielles pour le développement rural. Article 2, le présent décret qui prend effet à compter de sa date de signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République Conakry le 25 janvier 2019. Professeur Alpha Condé. Conakry, capitale de la pêche ouest-africaine. Pendant 2 jours, les acteurs de la pêche dans la sous-région vont faire le diagnostic et valider la politique régionale des pêches. Le tout pour aider les États à mieux profiter de leurs ressources halieutiques. Souman Toumani Kamara et la Yassila. Dans l'espace maritime de la côte ouest africaine, les ressources halieutiques sont abondantes et variées. Cependant, par manque d'une politique régionale harmonisée, les États ont du mal à asseoir les bases de la sécurité alimentaire. Aussi, l'apport du secteur des pêches dans l'économie des différents pays ne correspond pas au potentiel. C'est pourquoi Conakry accueille l'ensemble des acteurs de la pêche ouest-africaine et leurs partenaires pour diagnostiquer et valider une politique régionale concertée des pêches. L'attente ici, c'est vraiment de discuter concrètement quelles sont les actions qui peuvent être entreprises et qui vont être prises en compte dans la politique régionale des pêches et de l'aquaculture en cours de développement, en termes de disponibilité de poissons, en termes de l'accessibilité du poisson et même comment on peut l'utiliser le poisson dans notre zone pour davantage qu'il contribue, si vous voulez, à la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Le document adopté servira d'outil de plaidoyer auprès des autorités des pays de la CEDEAO. L'objectif est d'accroître les investissements dans le secteur des pêches. Déjà, je remercie le président de la République et son gouvernement pour avoir facilité la tenue de cet atelier en République de Guinée. Parce que, comme vous le savez, nos côtes sont très poissonneuses et nous n'arrivons pas aujourd'hui à profiter de cet avantage. Et alors cette stratégie sera orientée vers la sécurité alimentaire et nutritionnelle et sera un outil de lutte contre la pauvreté pour un développement socio-économique inclusif et durable. La politique régionale des pêches qui sera adoptée devra aussi orienter les États de la CEDEAO et leurs partenaires dans les prises de décision. Cela dans un élan d'une coopération plus intégrée pour l'utilisation judicieuse des ressources halieutiques. La première dame a présidé ce vendredi une conférence islamique sur le rôle de la femme en islam initiée par les femmes de la commune de Matoto. Cette rencontre religieuse a permis d'expliquer aux dames leur importance au sein de la Oumma islamique. Ali Badara Kondé. Elles sont venues des 5 communes de la capitale, ces femmes religieuses, pour prendre part à cette conférence islamique ici dans la mosquée Fofana de Matoto. Cette année, le thème choisi est le rôle des femmes dans l'islam. Une initiative de la fondation Jama'atou Soumaya. Au cours de cette conférence, ces dames ont lu plus de 82 fois la sourate Yassine. Je remercie la première dame Hadja Djené Kondé d'avoir honoré de sa présence cette cérémonie à laquelle elle a donné un poids vraiment religieux. Elle est la dame, la maman nationale. Sur le plan religieux, elle est à féliciter parce que si ce n'eût été cela, je n'aurais pas pris sur moi de l'inviter. Je sais qu'elle aime l'islam et je sais qu'elle s'occupe de son pays comme devrait le faire une mère de famille. On veut la paix dans notre pays. Donc je suis leur maman. Maintenant c'est une fondation, Fondation Jama'atou Soumaya. À Conakry seulement, il y a plus de 35 écoles qu'on couvre, à part les préfectures. La première dame de la République, Hadja Djené Kondé, a profité de ces instants pour interpeller les Guinéens au maintien de la paix et de la quiétude sociale, gage de tout développement.
comme vous l'avez entendu, que ce soit seul ou en groupe, elle n'arrête pas d'invoquer Allah. Donc c'est ce que nous faisons tous pour la paix, la quiétude chez nous et que la Guinée soit vraiment le havre de paix que nous souhaitons tous. L'association Jama'atou Soumaya est créée il y a de cela 10 ans. Elle a pour vocation d'éduquer et former les femmes sur les principes islamiques. À l'occasion de cette conférence, la première dame de la République a été décorée et 3 autres dames pour leur implication pour le rayonnement de l'islam en Guinée. Unis dans nos différences, le thème de la tribune d'expression populaire s'est tenu à la mairie de Maputo, pilotée par Search for Common Ground. Avec la participation des leaders religieux, cette tribune a pour objectif de prévenir l'extrémisme violent. Fatima Diallo. L'impartialité, le respect des personnes, croire en notre humanité commune et l'inclusion sont entre autres thèmes de référence développés au cours de cette tribune d'expression populaire de Maputo. Cet espace d'échange a permis à ces leaders religieux de s'exprimer sur le contenu des livres saints. Une manière pour ces imams, prêtres et pasteurs de contribuer à la prévention de l'extrémisme violent. Dans le Coran, il y a un verset coranique qui dit, j'interprète, il dit celui qui sera la cause de la vie d'une personne, c'est comme il a sauvé toute l'humanité. Mais si une personne aussi arrive à tuer une autre personne, c'est comme il a tué toute l'humanité. La religion musulmane était une religion de paix, de la cohabitation sociale, une religion de développement, une religion de pardon. En tant que croyant, quel que soit, quand tu dis la Bible, tu as d'abord peur de quoi? Du péché. Tu as d'abord peur du péché. Et toute personne qui a peur du péché a l'esprit un peu de ne pas faire du mal. Mais comme il s'agit d'un monde qui comprend difficilement, donc là il faut véhiculer le message. À tout temps, il faut répéter. Ce projet financé par l'Union européenne est exécuté par Search for Common Ground. À travers ces hommes dont la voix porte, ils cultivent la paix et la coexistence pacifique entre les différentes confessions religieuses. Notre attente ici, c'est de pouvoir avoir la participation des leaders religieux et surtout avoir le relais que nous souhaitons, de sorte qu'une fois de retour dans leurs lieux respectifs, que ce soit dans les mosquées, dans les églises ou dans la communauté, que ces leaders peuvent continuer à propager donc ce message. C'est un premier projet qui nous amène à poser ces questions importantes sur la table, mais qui, je pense, va se poursuivre parce que le dialogue est très sain. C'est ce qui permet vraiment aux uns et aux autres de s'exprimer et puis souvent d'agir même sur les perceptions que les uns ont des autres et on finit comme on est en train de finir ici sur une conclusion générale. Amorcé en mai 2018, ce processus de renforcement de capacité devrait permettre de faire de nos différences des facteurs de richesse et de rapprochement au détriment de la division. Ces acquis seront démultipliés dans les différents lieux de culte du pays en vue d'une large diffusion des connaissances des textes religieux. Améliorer la riposte contre les épidémies, urgences et catastrophes en Guinée, une mission d'experts du Québec séjourne actuellement à Conakry. Elle apporte son expérience dans le renforcement des services chargés de répondre aux calamités naturelles et autres épidémies. Mariama Kamara, Younoussa Tawel Kamara. La coopération guinéo-canadienne sur le plan sanitaire se renforce davantage. C'est une délégation d'experts canadiens venus dans un cadre d'échange d'expériences sur la prévention et la gestion des épidémies. Cette rencontre vient en réponse à une mission des cadres du gouvernement guinéen au Québec le 20 octobre 2018. Un échange où nous venons à la fois apprendre avec les Guinéens et les Guinéens avec nous pour être capables de faire toujours mieux dans ces situations-là qui ne sont jamais faciles, jamais complètement réglées, mais apprendre des leçons tirées par l'Ebola, la crise qui est arrivée en Guinée comme ailleurs dans le monde. L'OIM, Organisation internationale pour les migrations, grâce au financement de l'État américain, appuie le gouvernement guinéen dans la mise en œuvre de ce projet appelé Prepline pour une durée de 36 mois. Le département de la santé et celui de la sécurité et de la protection civile sont les principaux concernés.
On sait que le Québec a une très grande expérience dans la gestion de certaines situations d'urgence et d'épidémie. Donc pour capitaliser cette expérience, nous avons décidé de nous mettre en commun, échanger les expériences et voir dans quelle mesure cela pourrait nous aider à renforcer notre système de santé. L'objectif, d'abord à court terme, ça nous permet de préparer une équipe valable à mener une riposte très efficace contre des maladies ou des épidémies qui arriveraient à se produire, à se présenter à notre pays. Et à long terme aussi, c'est de permettre, à partir de ce noyau-là, de préparer des intervenants sur le plan national, et afin que la sphère d'intervention soit élargie et que la maladie soit, comment on appelle ça, circonscrite à temps. Un atelier de concertation sera prochainement organisé pour permettre une collaboration entre les services de santé et ceux en charge de l'application de la loi, d'où résultera un document d'analyse de la capacité de collaboration multisectorielle. Le gouvernement guinéen porte à la connaissance de la population de la capitale que la journée de participation citoyenne aux travaux d'assainissement de la ville de Conakry, dénommée Conakry Ville Propre, aura lieu le samedi 26 janvier 2019 de 6h à 11h. Sont conviés à prendre part au lancement de ces travaux dans leurs communes et quartiers respectifs les membres du gouvernement, les ministres conseillers à la présidence, les institutions républicaines, les leaders religieux, les organisations de la société civile et tous les citoyens de la ville. Par ailleurs, il est porté à la connaissance de l'ensemble des habitants de Conakry et particulièrement aux automobilistes et motocyclistes de l'interruption de la circulation et du stationnement sur la chaussée de 6h à 11h. Sont exemptés de cette mesure les usagers ci-après: les ambulances, les personnes, les véhicules de sécurité, les véhicules diplomatiques ainsi que toute autre personne disposant d'une autorisation spéciale. Le gouverneur de la ville de Conakry ainsi que les premiers responsables des communes sont chargés d'accueillir les personnalités et leur fournir toutes les informations utile au bon déroulement de la présente campagne. Le gouvernement encourage vivement une grande participation des citoyens de Conakry à cette démarche afin de continuer à conférer à cette campagne une réussite totale. Conakry, le 23 janvier 2019. Suite à la décision gouvernementale relative à l'assainissement de la ville de Conakry, le directeur central de la sécurité routière invite tous les usagers de la route, véhicules et motos de s'abstenir de circuler le samedi 26 janvier 2019 de 6h à 11h, jour et heure prévus pour l'assainissement général de la ville. Exception faite pour les véhicules diplomatiques des services ambulances, les véhicules d'intervention des services de défense et de sécurité ainsi que les véhicules portant le macaron laissez-passer délivré par le ministère des Travaux publics. Tout contrevenant sera interpellé et immobilisé en fourrière suivi d'une forte amende. Le directeur central de la sécurité routière s'est compté sur l'esprit de civisme de chacun et de tous. Conakry, le 23 janvier 2019, le directeur central de la sécurité routière, Zakaria Kamara. Espace Santé, présentation ce vendredi de la stratégie de communication du concept One Health, une seule santé, une stratégie pour mieux atteindre les objectifs de prévention et de détection des maladies d'origine humaine et animale. Ce système va mettre en synergie les ministères de la Santé, de l'Environnement et de l'Élevage. Le point avec Adia Toubari. La plateforme One Health ou encore Une seule santé dispose désormais d'une stratégie de communication. Avec des objectifs généraux précis, elle met en avant le partage des données sanitaires collectées sur le terrain entre les différents secteurs concernés. Une synergie d'action multisectorielle pour vite faire face à tout événement de santé publique majeur. Elle permettra également de savoir comment de manière intégrée et méthodique d'attaquer les problèmes de communication
de telle sorte que progressivement s'opèrent des changements de comportement. Dans la mise en œuvre de la nouvelle stratégie de communication du One Health, une trentaine de paquets d'activités est identifiée. Au niveau des communautés, les éleveurs, conservateurs de la nature et agents communautaires constituent une cible spécifique. Plusieurs canaux de communication comme le théâtre sont en vue pour obtenir leur engagement dans le processus de prévention et de notification rapide des risques sanitaires qui peuvent survenir. C'est essentiellement la prévention et l'alerte. Il faudrait que les communautés prennent leurs responsabilités, soient formées pour qu'elles prennent en charge elles-mêmes ces aspects-là. Que ce ne soit pas qu'on attende un agent de santé, un spécialiste qui vient dire attention, ça, il y a une épidémie. Mais qui sache les signes et qui puisse alerter avant. Et tout ceci, c'est tirant les leçons de ce que nous avons vécu avec la maladie à virus Ebola. Dans l'atteinte de la sécurité sanitaire, cette stratégie de communication du One Health est un volet phare. Sa mise en œuvre au niveau des 33 préfectures du pays est estimée à 2 250 000 $ américains. La mobilisation de ce montant nécessite cependant un engagement politique. Une stratégie efficace de communication permet de mobiliser des ressources humaines, des ressources matérielles, de l'argent, que ce soit à l'intérieur du pays ou à l'extérieur avec des bailleurs de fonds pour répondre aux défis de sécurité sanitaire et aux défis du développement dans le pays. C'est aussi un instrument très efficace qui permettra un échange avec les partenaires techniques et financiers qui nous appuient afin qu'il y ait une meilleure coordination pour faire face à une pandémie, dirais-je. L'élaboration du plan de communication du One Health ou encore une seule santé est la dernière étape du projet de renforcement des systèmes de surveillance des maladies en Afrique de l'Ouest. Pour une durée d'exécution de 4 ans, elle devrait minimiser les risques de transmission de nombreuses pathologies d'origine zoonotique en Guinée. Direction l'Abbé avec cette remise de dons d'équipements informatiques aux structures sanitaires de la région, un appui de l'ONG Aide Médicale qui compte améliorer la prestation du personnel soignant et les soins de santé primaire dans cette localité. Les images de Sarafdine Diallo sont commentées par Mamadou Saliouba. Ces matériels informatiques et leurs accessoires sont destinés aux structures sanitaires de l'Abbé. Un appui de l'association Entraide Médicale Guinée pour améliorer la prestation du personnel soignant de la préfecture de l'Abbé. L'ultime but est de parvenir ensemble à une surveillance épidémiologique accrue pour sauver des vies humaines. À travers cet appui constitué par une dotation de lot de matériel informatique composé de 120 ordinateurs et leurs accessoires et des appareils photocopieurs, nous faisons un pas de plus vers notre objectif d'efficacité du système d'information sanitaire. Ces matériels s'intègrent dans un programme global initié par ADEMEG avec le soutien de divers partenaires, dont entre autres Solidarité Suisse-Guinée, les Nations Unies à Genève, la Fondation ERT et l'association Unité JAM. Cet appui de l'association Entraide Médicale Guinée aux structures sanitaires va contribuer à la mise en œuvre du plan national de développement de la santé. Ces matériels informatiques seront répartis entre les structures sanitaires et les écoles de santé de l'Abbé. Cette association s'inscrit en droite ligne de la vision du chef de l'État. Ce n'est pas du matériel à vendre, ce n'est pas un matériel à mettre en location. Nous prenons solennellement l'engagement devant tout le monde et l'association que ces équipements seront utilisés à bon escient. Et je rassure déjà que ces équipements ne seront ni loués, ni troqués, ni vendus et vont être exclusivement utilisés dans le cadre des activités pédagogiques. Ces équipements informatiques vont améliorer l'efficacité du système d'information sanitaire dans la région de l'Abbé. Bientôt, un nouveau document sur la migration irrégulière en Afrique de l'Ouest. Une rencontre sur le thème migration et développement s'est tenue récemment en Conakry. Après moult concertations, une série de mesures est envisagée. Voyons tout cela avec Diamo Kaba. La Guinée s'inscrit progressivement dans la lutte contre l'immigration clandestine.
Le retour volontaire des migrants guinéens prouve l'engagement du pays dans la gestion de la migration irrégulière. Des acteurs nationaux proposent une série de mesures. Le ministère des Affaires étrangères est en train de faire un travail gigantesque dans ce cadre-là, parce qu'il faut noter que nous sommes d'abord en train de travailler en étroite collaboration avec l'Union européenne, avec l'OIM depuis des années. Nous sommes en train de faire des activités de sensibilisation au niveau de tous les zones de départ massifs. Nous sommes en train de faire d'installer des bureaux d'accueil et d'orientation au niveau des aéroports, au niveau des frontières et des zones de départ massifs. Nous sommes en train d'aller vers les universités pour sensibiliser, faire des conférences d'information, aller vers les centres culturels, impliquer les ligues islamiques et autres, afin que chacun, en ce qui le concerne, puisse informer sur les méfaits de l'immigration clandestine. Après des jours de réflexion et de débat, des propositions sont présentées pour renforcer le dialogue et la coopération entre acteurs. Parmi les priorités, la mise en place d'une coordination nationale d'alerte et de sensibilisation. Les entités socio-professionnelles du pays sont impliquées. L'objectif était de comprendre un peu les contours de l'immigration irrégulière et surtout quelles dispositions faut-il prendre. Et l'une des dispositions très importantes a été celle de se mettre en réseau. Nous avons constaté qu'il y a plusieurs acteurs nationaux qui agissent sans se connaître, sans se concerter, sans discuter, mais aussi il y a un côté où l'État est en train de faire énormément de choses. Les recommandations issues de ce rendez-vous seront capitalisées pour fournir un document national. En juin 2019, les connaissances acquises par la Guinée seront soumises à la session des plaidoyers à Dakar, qui va réunir 5 pays de l'Afrique de l'Ouest touchés par des questions migratoires. Au sein de la Grande Muette, 18 promotions de l'École nationale de la gendarmerie viennent d'achever leur formation. Elle avait pour but de renforcer les capacités opérationnelles du personnel de cette institution afin de faire face aux défis sécuritaires qui se dressent sur son chemin. Sergent-chef Lamine Sanakamara, il est correspondant de la presse militaire. Dans le souci de maintenir la population dans un climat d'inquiétude sociale, cela en luttant efficacement contre la délinquance sous toutes ses formes, le haut commandement de la gendarmerie nationale direction de la justice militaire se fixe pour objectif la qualification de ces unités. D'où l'organisation de la formation de ces 18 promotions qui reçoivent leur diplôme au terme de plusieurs mois de cours à l'École nationale de gendarmerie de Somfonia. Ces différentes notions acquises nous ont permis d'agir en toute efficacité et professionnalisme dans le respect strict des lois et règlements de la République. Aujourd'hui, avec ces centres de formation et de bons instructeurs, la gendarmerie dispose d'outils de formation adaptés et conformes aux attentes des unités de terrain ou des services. La réforme du secteur de sécurité a pour priorité principale la formation des troupes des forces armées guinéennes. Elle permet d'accroître leurs capacités opérationnelles et renforcer la discipline en leur sein. Ces différentes formations dont viennent de bénéficier 461 gendarmes et 22 policiers répondent aux impératifs de qualification du personnel des forces de sécurité à s'approprier de nouvelles techniques professionnelles ainsi que du cadre légal en vigueur en vue de l'accomplissement de leur mission régalienne. La formation est le gage du renforcement des capacités d'action de nos institutions pour la défense du territoire et la protection des personnes et de leurs biens. Elle se trouve au centre de la réforme du secteur de sécurité initiée par son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État et chef des armées, le professeur Alpha Condé. Ces 18 promotions sont réparties comme suit. 2 promotions de diplôme de qualification supérieure de gendarmerie, 4 du cours de directeur d'enquête, 3 du cours d'officier de police judiciaire, 1 en analyse balistique, 1 de moniteur en technique d'intervention professionnelle, 1 promotion de photographie judiciaire et 2 promotions de commandant d'unité. L'actualité nationale sous forme de télégramme, les images sont commentées par Aboubakar Diaby.
C'est la remise des satisfecits aux différentes structures qui ont œuvré pour l'amélioration du score de la Guinée dans le Doing Business 2019. C'est avec la Banque mondiale. Cette année, la Guinée est parmi les 3 pays réformateurs de l'Afrique après la Côte d'Ivoire et le Togo. En 2019, nous avons progressé au rang de 111e sur 190 pays sur cet indicateur, soit un bond de 14 places. Cela est dû aux différentes réformes réalisées, dont l'informatisation du guichet unique et la réduction des procédures administratives de création d'entreprises à travers la consolidation des formulaires de création. Il s'agit, à travers cette remise de satisfecit, d'encourager l'ensemble des parties prenantes à s'engager davantage sur la voie du travail bien fait pour offrir un service public de qualité concourant au développement économique de notre pays. Ils étaient 15 cadres du laboratoire national de la géologie à suivre cette formation en Inde. Une formation qui a porté sur les techniques d'analyse des échantillons et l'utilisation des équipements du laboratoire. C'était dans le cadre du renforcement des capacités du personnel de leur département de tutelle. Chapora avait promis à l'État guinéen un laboratoire. On était en manque, comme vous l'avez compris. Nous aurons à recevoir des appareils que nous allons manipuler pour les activités du labo. C'est la première assemblée générale des cadres du département des sports, de la culture et du patrimoine historique. Ici, les vœux du nouvel an sont présentés et les nouveaux défis sont soulignés. Une occasion mise à profit pour présenter le bilan des activités durant l'année écoulée. Pour une meilleure mobilité du personnel, 2 bus sont offerts par le ministre Sanusi Bantamasso. Le syndicat a parlé des ensembles nationaux. Je vous informe qu'au niveau du ministère, le nouveau cadre organique, nous avons créé une nouvelle structure qui doit exclusivement s'occuper des ensembles nationaux. Dans cet ouvrage autobiographique de 180 pages, l'auteur retrace son parcours professionnel et ses rapports avec la Deuxième République. Intitulé « Quand le devoir de mémoire vous tient prisonnier », les années de braise avaient mis sur les routes de l'exil de milliers de jeunes. Laurent Kourouma revient sur sa vie dans les années 90. Un séjour difficile selon l'auteur, mais qui a été un moment fécond de méditation sur la vie de la nation guinéenne. J'ai été témoin de certains faits comme ça et c'est un grand dossier qui est pendant d'ailleurs en ce moment, c'est le dossier Sogifab. J'ai quand même été secrétaire général de l'Association des industriels de Guinée à l'époque. Donc il y a beaucoup de choses que je n'ai pas pu citer. C'est la fin de cette édition d'information. Grand est-il le plaisir pour moi de vous servir. Toutes ces informations sont à retrouver sur le www.rtgcoloma.info. À bientôt, Inch'Allah.